Les grandes civilisations du passé ont posé les fondations de notre monde moderne. Mais la plupart des livres d'histoire passent sous silence toute une période au cours de laquelle un certain nombre de grands esprits ont véritablement révolutionné le domaine de la connaissance scientifique et technique. Une période considérée comme l'âge d'or du progrès technologique en Orient. L'Orient reste bien souvent un univers auréolé de mystères, dont les Occidentaux ignorent généralement l'histoire. On sait pourtant aujourd'hui que les technologies et les sciences qui constituent la base même de nos sociétés industrialisées sont le lointain héritage d'une grande civilisation qui régnait il y a plus de 1000 ans sur le Proche et le Moyen-Orient. Une civilisation qui connaissait déjà l'ordinateur de poche et qui n'avait pas attendu l'arrivée du GPS pour se repérer dans l'espace, qui avait inventé de gigantesques machines hydrauliques capables de dompter les forces de la nature pour transformer le désert en une succession de riantes oasis, dont les ingénieurs étaient parvenus à mettre au point des dispositifs qui restent au cœur de bon nombre de machines actuelles. Une civilisation très en avance également dans le secteur de l'armement, qui a inventé les premiers uniformes à l'épreuve du feu et la première torpille, capable d'atteindre un vaisseau ennemi à 1 km. L'effondrement de l'Empire romain marque un grand tournant pour la civilisation occidentale. Tandis que l'Europe s'enfonce dans une longue éclipse, le monde oriental, lui, s'épanouit. Comblant le vide laissé par la disparition des grandes civilisations antiques, les mathématiques, la médecine, la littérature et la physique connaissent au Moyen-Orient un essor remarquable. L'évolution qu'a connue la société pendant les 500 ans, qui du 8e au 13e siècle constitue l'âge d'or de la culture islamique, nous oblige aujourd'hui à revoir l'idée que nous nous faisons de l'histoire ancienne. Un grand nombre de savants, d'ingénieurs et d'artisans de l'époque étaient au sommet de leur art. C'était une époque de grande créativité. Tandis que l'islam, parti de la péninsule arabique, se propage en Inde, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne, les hommes de science musulmans accumulent une somme de connaissances telles que l'humanité n'en a jamais connue. Pendant 5 siècles, le monde musulman va être le centre du savoir et de la culture. L'Europe n'aurait jamais pu avoir le développement qu'elle a connu par la suite sans l'apport de cette culture. Pendant toute cette période qui a duré de l'an 700 environ à l'an 1600, voire au-delà, il y a une sorte de soif de connaissance permanente. Dès la fin du 8e siècle, apparaît une école qui restera longtemps à l'avant-garde du progrès technique et scientifique. Connue sous le nom de Maison de la Sagesse, c'est un peu l'équivalent de la Sorbonne ou de Polytechnique. Elle attire des intellectuels venus de l'ensemble du monde musulman. On trouve ainsi dans les manuscrits de cette époque un certain nombre d'indices qui donnent à penser que les ingénieurs du monde musulman s'intéressaient aux automates, l'équivalent de nos robots actuels. Comme cette serveuse de thé, font appel à des procédés encore utilisés de nos jours. La serveuse de thé est constituée d'un réservoir placé au-dessus d'un robot. Ce réservoir est percé d'un trou par lequel l'eau ou le thé peut s'écouler. Ce système permet de contrôler le débit de la machine. Le réservoir est rempli d'eau ou de thé qui tombe ensuite goutte à goutte dans un récipient à un rythme constant. Lorsque le liquide atteint un certain niveau, au bout de 7 minutes et demie exactement, il s'écoule dans le verre que la serveuse tient à la main. Le poids du verre plein déclenche un mécanisme qui fait descendre la figurine. Une porte s'ouvre et la serveuse propose le verre à l'invité ébahi. Au vu des textes anciens et des données archéologiques dont nous disposons, les savants de l'âge d'or de la culture musulmane auraient inventé rien moins que le premier ordinateur de l'histoire de l'humanité. On a ainsi retrouvé dans un manuscrit du Xe siècle, attribué à un astronome du nom d'Al-Biruni, le croquis d'un calendrier à engrenages. La machine d'Al-Biruni permettait, grâce à un système très élaboré,
de suivre les mouvements des astres du système solaire. Composé de 8 roues dentées en bronze, ce mécanisme est en soi une véritable prouesse technologique. Tous les cadrans étaient réglés sur la bonne position astrologique avant la mise en service de la machine. Chaque jour, on avançait l'aiguille principale d'un cran, ce qui mettait en action l'ensemble des engrenages, modifiant successivement les indications relatives au Soleil, à la Lune et aux phases de la Lune. Les roues dentées étaient réalisées avec une telle précision que la machine permettait d'indiquer très exactement les jours, les mois et les années. Un livre, écrit au XVIe siècle par un homme de science de l'époque, Taqi al-Din, décrit une mystérieuse machine qui serait, selon les spécialistes, un système hydraulique d'un type particulièrement ingénieux et élaboré. Actionnée par la force de l'eau, cette pompe monobloc à 6 cylindres semble sortir tout droit des bureaux d'études du XXe siècle et n'a rien à envier à une machine moderne. Un modèle réduit de cet engin a été réalisé à Dubaï. Chaque came actionne à son tour un levier constitué d'un bras fixé en son centre et aboutissant à un piston vertical. Une masse de plomb est fixée à l'extrémité supérieure de chaque piston, qui est équipé en bas dans le cylindre d'une valve à clapet. La roue tourne et chaque bras de levier est actionné successivement par les cames. L'eau est remontée à la surface par le piston à valve. Lorsque le levier est libéré, le poids vient appuyer sur le piston et l'eau est évacuée vers le système de distribution. La machine de Taqi al-Din est le fruit d'une évolution remarquable qui part d'une invention des frères Banu Moussa au début du IXe siècle et passe par les améliorations apportées un peu plus tard par le grand ingénieur Al-Jazari. Mais la civilisation musulmane du Moyen-Âge n'a pas seulement produit des mécanismes ingénieux et des instruments sophistiqués. Les savants et les inventeurs de l'époque ont également créé des machines automatiques géantes, destinées à assurer la survie de millions de personnes. Des machines basées sur des technologies qui ne referont surface que 500 ans plus tard. Au XIIIe siècle, les hommes de science du Proche et du Moyen-Orient étaient à la pointe du progrès technologique de l'époque. Les machines inventées pendant l'âge d'or de la civilisation musulmane étaient fondées sur des concepts complexes et révolutionnaires. Un homme fait notamment figure de géant dans ce domaine. Un homme dont le rôle déterminant dans l'histoire de la science est pourtant largement méconnu en Occident. Il s'appelle Al-Jazari. Et il est l'auteur d'un traité qui fait la somme des compétences des ingénieurs orientaux. Sans son livre de la connaissance des procédés mécaniques, dans lequel il décrit les grandes inventions de son époque, 500 ans de progrès technologiques seraient tombés dans l'oubli. Une précieuse copie du manuscrit d'Al-Jazari est conservée au célèbre musée de Topkapi à Istanbul. Écrit en 1206, cet ouvrage contient les plans de nombreux dispositifs qui sont aujourd'hui encore à la base de l'ingénierie moderne. Al-Jazari était originaire du nord de l'Irak. C'était un ingénieur extrêmement doué qui a vécu à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle. Al-Jazari habitait l'une des régions les plus chaudes de la planète. Il était donc particulièrement sensible au problème de l'approvisionnement en eau. Il s'est tout naturellement consacré à la mise au point d'une série de machines extraordinaires dont le but était de faciliter la vie des hommes et des femmes qui peuplaient ces contrées souvent arides. On trouve ainsi, parmi ses inventions les plus remarquables, plusieurs systèmes destinés à remonter l'eau des profondeurs de la Terre. Le plus étonnant, c'est que bon nombre de ces machines fonctionnaient déjà sur les principes que ceux qu'on applique actuellement. L'une de ses inventions les plus singulières est connue sous le nom de système de pompage numéro 3. On a longtemps cru que cette machine compliquée n'avait jamais existé, qu'il s'agissait uniquement d'une idée sortie de l'imagination du grand homme. Mais une récente découverte tend à prouver le contraire. On a en effet retrouvé à Damas, en Syrie, les vestiges d'une roue à eau qui fonctionnait manifestement selon les principes définis dans le manuscrit d'Al-Jazari. Réalisée au XIIIe siècle, cette machine hydraulique a fonctionné pendant plus de 700 ans. Une belle preuve de la qualité de sa conception.
Ce remarquable dispositif est une application concrète de son troisième projet de système de pompage. Avant les récentes études menées sur le manuscrit d'Al-Jazari, on pensait généralement que ce système était une invention européenne du XVe siècle. En fait, Al-Jazari utilisait déjà le principe de la manivelle 200 ans plus tôt. Un certain nombre d'autres éléments tentent à prouver que les grands mécanismes destinés à assurer l'approvisionnement en eau étaient très répandus et très développés dans le monde musulman de l'époque. Les norias, ces grandes roues à eau entièrement automatisées que l'on rencontre encore dans beaucoup de pays, en sont peut-être l'exemple le plus remarquable. C'est près de Hama, en Syrie, que l'on trouve les norias les mieux conservés. Ce qui est merveilleux avec la Noria, c'est qu'elle marche toute seule. Tout est automatique. Elle travaille pour vous grâce aux forces de la nature. Ces machines géantes étaient conçues pour remonter près de 100 litres d'eau par minute. Les plans étonnants que nous a laissés Al-Jazari et les magnifiques roues à eau géantes qui continuent de tourner ici ou là dans certains pays musulmans témoignent de l'extraordinaire développement technologique que ce monde connaissait au Moyen-Âge. Il existe cependant bien d'autres machines nées en Orient, dont certaines étaient tellement en avance sur leur temps que les historiens ont longtemps douté qu'elles aient jamais existé. Pour les chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les manuscrits arabes du Moyen-Âge, il est de plus en plus évident que nombre de machines n'ont pas été inventées, mais simplement redécouvertes par l'homme moderne. Les résultats des travaux les plus récents nous obligent à repenser toute l'histoire de la mécanique. Je suis persuadé que notre société moderne aurait été très différente si la civilisation musulmane n'avait pas existé. On pense souvent que la pompe aspirante à double effet a été inventée au XXe siècle. En réalité, elle est née quelques 700 ans plus tôt. Le système imaginé par Al-Jazari est entièrement automatique. Cette évolution aura une influence directe sur le développement de l'ingénierie moderne et donnera naissance, 500 ans plus tard, associé au principe de la manivelle, au premier moteur à vapeur. Prenez la machine numéro 5 d'Al-Jazari. Il s'agit en fait d'une pompe aspirante à double effet. Elle possède 2 cylindres munis de 2 pistons à mouvement alternatif. La pompe est actionnée par une roue à eau, qui entraîne, par un système d'engrenage, un bras oscillant auquel sont reliés les 2 pistons. Les pistons vont et viennent horizontalement dans des cylindres opposés, tous deux équipés de dispositifs d'aspiration par valve et d'acheminement de l'eau. Les canalisations se rejoignent au-dessus de la machine dans un réservoir qui servira ensuite à alimenter le réseau d'irrigation. Les remarquables progrès accomplis par Al-Jazari dans la construction de machines hydrauliques ouvriront la voie à d'autres savants du monde musulman qui ne tarderont pas à inventer des engins encore plus étonnants. Alors que l'Europe est en pleine stagnation, l'Orient connaît un essor technologique particulièrement dynamique. Il y avait une tradition extrêmement vivante des sciences mécaniques dans le monde islamique du Haut Moyen-Âge, qui contrastait avec l'apathie de l'Europe occidentale des 7e, 8e et 9e siècles. 3 personnages ont joué un rôle particulièrement important dans le développement technologique et scientifique de la civilisation musulmane. 3 frères, les Banu Moussa. Les Banu Moussa ont inventé toute une série de machines étonnantes. La mécanique était généralement considérée comme la science de l'illusion, car elle utilisait un phénomène mécanique pour produire un effet spectaculaire. En contrôlant la pression de l'air et de l'eau, ils pouvaient déterminer avec exactitude le fonctionnement de leurs automates.
Les techniques de haute précision mises en œuvre dans ce dispositif font aujourd'hui encore partie des fondements de la mécanique moderne. La première de ces inventions est une valve conique qui sert à réguler le débit de l'eau. L'eau située dans le réservoir du haut passe par un trou aménagé au fond, comme vous pouvez le constater. Ce trou est équipé d'une valve conique qui, lorsqu'elle remonte, obstrue le passage. La seconde est un mécanisme qui permet de contrôler la valve en fonction du volume de liquide parvenu en bout de circuit. Le réservoir du milieu fait office de siphon et renvoie l'eau dans le troisième récipient, plus petit et situé en bas, qui lui est équipé d'un flotteur. Lorsque le flotteur monte, l'eau s'écoule par le robinet. Mais en montant, il repousse vers le haut la valve conique à laquelle il est relié, ce qui empêche l'eau de s'écouler du premier réservoir vers le deuxième. Ce sont exactement les mêmes techniques que l'on retrouve aujourd'hui dans les dispositifs de régulation des machines à laver ou des moteurs d'avion à réaction. Nous sommes en présence d'une civilisation qui a fortement influencé le fonctionnement de notre civilisation actuelle, au quotidien, dans nos foyers, à l'hôpital, à l'école. Et si vous regardez les étoiles, vous constaterez que beaucoup portent aujourd'hui encore des noms arabes. La civilisation musulmane du Moyen-Âge ne maîtrisait pas seulement les techniques hydrauliques. De toute évidence, ces astronomes étaient également capables de calculer avec précision les mouvements des astres. Cette connaissance était indispensable à la navigation, à l'organisation des cérémonies religieuses et à une meilleure appréhension du temps chronologique. Les savants de l'époque disposaient pour cela d'un instrument étonnant, l'astrolabe. Le musée d'histoire des sciences d'Oxford, en Angleterre, possède la plus grande collection d'astrolabes du monde. Certains considèrent l'astrolabe comme une sorte de calculateur de poche antique. Sa fonction première est de donner des repères dans le temps en se basant sur le soleil et les étoiles. C'est donc un instrument astronomique qui vous donne l'heure du coucher et du lever du soleil tous les jours de l'année, où que vous soyez. Portable et très précis, l'astrolabe était un peu le BlackBerry de l'époque. Voici le plus ancien astrolabe de notre collection. Il date de la fin du 9e siècle. C'est plus qu'une simple machine à calculer. Si je le retourne, j'obtiens un instrument d'observation que je peux utiliser pour mesurer la hauteur du Soleil et des étoiles. Il suffit d'ajuster la règle afin d'aligner l'astre choisi avec le viseur de l'appareil. Il ne reste plus qu'à relever le degré indiqué par la flèche sur la graduation qui figure au bord du disque. Et cela vous donne la hauteur de l'astre observé au-dessus de l'horizon. Vous pouvez alors ensuite déterminer l'heure et la date. Les inventeurs du monde médiéval musulman étaient donc passés maîtres en l'art de fabriquer des objets mécaniques. Les villes du Proche et du Moyen-Orient étaient de grands centres d'innovation technologique. Poussant toujours plus loin leurs recherches, les savants de l'époque, tels Al-Jazari, ont ensuite appliqué les connaissances qu'ils avaient accumulées à la fabrication d'étonnantes horloges et de redoutables machines de guerre. Les travaux des savants du monde musulman du Moyen-Âge ont débouché sur la mise au point de technologies sans lesquelles le monde moderne serait bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le grand inventeur Al-Jazari expose ainsi dès le XIIIe siècle, dans son livre de la connaissance des procédés mécaniques, les grands principes de mécanique qui préfigurent l'avènement de la société industrielle. Cet ouvrage est un précieux témoignage de l'état d'avancement des connaissances technologiques à une période méconnue de l'histoire de l'humanité. Il décrit en détail une cinquantaine de machines différentes, chaque présentation pouvant ainsi servir de mode d'emploi aux ingénieurs de l'époque désireux de construire ces engins souvent compliqués. Nous avons demandé au modéliste britannique Richard Windley de réaliser la réplique d'une des machines automatiques d'Al-Jazari qui fait appel à une bougie pour calculer avec précision le temps écoulé. Il précise dans quelle matière la bougie doit être faite, ses dimensions exactes, et même la nature de la mèche à utiliser. Al-Jazari décrit 4 horloges à bougie dans son traité, faisant preuve d'un raffinement inégalé en ce domaine. Le système est actionné par la lente combustion de la bougie,
qui raccourcit peu à peu, faisant ainsi bouger grâce à une série de poulies et de câbles, une aiguille sur un cadran qui permet de lire l'heure. La journée islamique était divisée en unités de durée inégales. L'heure diurne n'avait pas la même durée que l'heure nocturne, ce qui complique la tâche. La solution est pourtant d'une simplicité déconcertante. À mesure qu'elle se consume et que la cire fond, la bougie est poussée vers le haut et monte donc progressivement. Ce plomb va par conséquent descendre à la même vitesse, en tirant sur ce cordon, qui s'enroule ici autour d'une poulie, elle-même montée sur un axe. Cet axe est relié à l'aiguille du cadran sur lequel on peut ainsi lire l'heure. Cette horloge minutieusement construite fait également appel à un autre mécanisme simple que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux foyers. Pour maintenir en place le capuchon du cylindre et éviter qu'il ne cède sous la pression du poids, Al-Jazari a imaginé un système de fermeture utilisé à l'heure actuelle sur les ampoules électriques. Il est quand même étonnant de retrouver quasiment le même système 800 ans après. Mais ce n'est pas tout. D'autres inventions, encore plus révolutionnaires, sont à mettre au crédit des ingénieurs militaires orientaux, comme l'uniforme unifugé ou les explosifs. L'une de ces inventions allait notamment changer à jamais la manière de faire la guerre, la torpille. Les ingénieurs et les savants du Moyen-Orient ont beaucoup contribué au perfectionnement de technologies remarquables, mais ils ont mis le même talent et la même imagination à concevoir des armes de guerre aussi ingénieuses que terrifiantes. Ils se sont notamment attachés à améliorer l'usage de la poudre à canon en la raffinant. La poudre était fabriquée selon une recette qui faisait appel à des ingrédients naturels disponibles en quantité, comme le charbon de bois et le salpêtre. En mélangeant ces composants relativement inoffensifs, vous obtenez un produit qui va être au centre de toutes les guerres pendant près de 1000 ans. La poudre a été inventée en Chine, mais au début, elle n'était pas suffisamment explosive pour avoir un effet décisif sur le champ de bataille. Il semble bien que la formule qui a permis d'en faire une véritable arme de guerre ait été mise au point par les chimistes du monde musulman. C'est seulement au XIIe et au XIIIe siècle qu'on commence à obtenir des mélanges suffisamment élaborés pour permettre la propulsion de fusées, de torpilles ou de projectiles tirés par des canons et par des armes à feu telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et c'est Hassan al-Rama qui, le premier, a précisé par écrit la manière de fabriquer cette poudre. Hassan al-Rama a rédigé au XIIIe siècle un traité de génie militaire dans lequel il donnait notamment plusieurs recettes de poudre à canon. Ces travaux étaient manifestement si avancés que les historiens sont aujourd'hui obligés de revoir nombre de leurs hypothèses. Certains chercheurs pensent en effet avoir trouvé dans son ouvrage les plans de la première fusée spécialement conçue pour la guerre. Il énumère 22 recettes de poudre à fusée et décrit plusieurs modèles de missiles. C'est le véritable père de la technologie des fusées. À la même époque, les ingénieurs militaires orientaux mettent au point une autre arme capable de tirer parti des propriétés de la poudre, le canon. À la fin du XIVe siècle, en Espagne et en Afrique du Nord, certaines armées se servaient d'une forme de salpêtre purifié et cristallisé, tassé dans un récipient hermétique qui, une fois enflammé, produisait une explosion capable de projeter à distance un petit boulet. Cet usage est attesté dès 1377. Certains manuscrits parvenus jusqu'à nous montrent des soldats musulmans portant des armes de ce genre. On voit par exemple dans le livre des sciences, aujourd'hui conservé à Saint-Pétersbourg, un homme armé d'une sorte de canon portatif qui ressemble à s'y méprendre à un lance-missile moderne. Le manuscrit de Saint-Pétersbourg, qui consacre un chapitre à l'usage sérieux et récréatif de la poudre à canon, contient des illustrations montrant un petit cylindre monté au bout d'un manche. Il s'agit d'un canon à main, voire de l'ancêtre de nos armes de poing actuelles. Une arme qui préfigure en tout cas celle que portent aujourd'hui tous les soldats du monde. Ce manuscrit contient d'ailleurs d'autres informations qui montrent à quel point la technologie militaire de l'époque était évoluée, y compris dans le domaine vestimentaire.
Cette tenue a été faite selon les indications données par le manuscrit de Saint-Pétersbourg. La première couche est constituée par une tunique de soie. Or, on sait bien que la soie résiste au feu. Les pilotes de Formule 1 portent tous un vêtement de soie sous leur combinaison inifugée. Au-dessus de cette tunique, nous avons une veste matelassée, ce que les chevaliers occidentaux de l'époque appelaient un gambison, et qui était rembourré de coton. Le tout était recouvert d'une dernière couche en laine, qui constituait une protection efficace contre le feu et même contre les produits chimiques, très semblable à celle que sont censés porter les soldats modernes en cas d'attaque nucléaire ou biologique. Les illustrations du manuscrit montrent des combattants portant sur eux des engins incendiaires qui étaient probablement allumés juste avant qu'ils ne se ruent contre la cavalerie ennemie, provoquant la panique dans les rangs de l'adversaire. Les engins incendiaires ressemblaient à ça. Le manuscrit nous dit qu'ils étaient en fibre de lin. C'est ce que nous avons là. De la fibre de lin tordue à la main et garnie d'une certaine quantité de poudre noire. On voit sur les illustrations que ces petits sachets étaient fixés sur les vêtements protecteurs des soldats. On nous explique qu'ils étaient fermés avec un bout de fil de fer qui permettait de maintenir la fibre de lin et de fixer l'ensemble sur l'étoffe. Les porteurs d'engins incendiaires étaient-ils vraiment protégés par leur tenue? Nous avons fait le test. Pendant une charge, des centaines de pétards de ce type devaient exploser simultanément, ce qui devait affoler les chevaux. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de constater que l'étoffe ne porte aucune trace de brûlure. La chaleur a à peine traversé. Manifestement, ces vêtements étaient vraiment à l'épreuve du feu. La récente découverte dans des textes anciens d'une autre invention redoutable a considérablement modifié l'idée que se faisaient les historiens des méthodes de guerre de l'époque. Il existe un certain nombre de similitudes entre les technologies militaires du Moyen-Âge et celles d'époques plus proches de nous. Je pense en particulier à un engin qui ressemble fort à une torpille. Ce curieux objet, qualifié d'œuf mobile qui s'enflamme par les auteurs de l'époque, serait en effet la première torpille de l'histoire de l'humanité. C'est une arme destinée à couler les navires. Contrairement à une torpille moderne, elle ne se déplace pas sous l'eau, mais sur l'eau. Les ingénieurs militaires de la civilisation musulmane médiévale avaient-ils vraiment les moyens de fabriquer de telles armes? Nous pensions jusqu'à présent que la torpille était une invention du 19e siècle. Le fait qu'un engin très semblable existait déjà il y a 700 ans nous oblige à regarder les choses sous un jour nouveau et à réécrire certaines pages des manuels d'histoire. Il s'agit bien d'une torpille. Était-elle efficace? Nous l'ignorons. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons demandé au modéliste Richard Windley de construire une réplique miniature de cette petite merveille de la technologie médiévale à partir des plans originaux du XIIIe siècle. Cette maquette a été fabriquée d'après les illustrations d'un manuscrit musulman datant à peu près de l'année 1220. Le texte parle d'un engin en forme de poire aplatie plus précisément. Cette réplique est faite en cuivre et en fer. Ce cylindre situé sur la face supérieure contient la charge de poudre noire. La pointe permettait à l'engin d'aller se ficher dans la coque du navire ennemi. Il était alors très dangereux d'essayer de le retirer. Une fusée n'est ni plus ni moins qu'un tube à l'intérieur duquel on a tassé de la poudre. Cela ressemble beaucoup au feu d'artifice qu'on utilise encore aujourd'hui. J'ai réalisé la face intérieure de cette réplique en employant un procédé inédit. L'original possédait probablement une sorte de coque en fer martelé. La torpille était vraisemblablement bourrée d'une substance incendiaire. Destinée à semer la panique dans la flotte ennemie, elle devait également provoquer des dégâts importants. Mais quelle était la puissance exacte de cet étrange missile ? On suppose qu'en prenant de la vitesse, l'engin devait se mettre à planer au-dessus de l'eau. Il devait prendre progressivement de la hauteur.
Les deux longues tiges, situées sur les côtés, servent à stabiliser l'engin. Elles font office de gouvernail. Le dispositif de mise à feu est une simple mèche de coton qui a été mouillée, imprégnée de poudre, puis soigneusement séchée. Elle se consume à la vitesse d'environ 2 cm par seconde. Superbe, c'est vraiment génial. Ces gens-là étaient parfaitement capables de fabriquer des armes redoutables. Il est donc faux de croire qu'après la chute de l'Empire romain, l'humanité s'est enfoncée dans une période d'obscurantisme. Les recherches les plus récentes montrent qu'en réalité, les savants de la civilisation musulmane du Moyen-Âge, dans leur façon de penser et de concevoir de nouvelles technologies, je crois qu'ils étaient plus originaux que les Romains, et peut-être même que les Grecs. Les textes de la civilisation arabo-musulmane du Moyen-Âge livrent peu à peu leurs secrets aux chercheurs. Ils révèlent l'existence de machines extrêmement élaborées à une époque que l'on croyait rétrograde. Manifestement, il va falloir réviser la liste des grands précurseurs de la civilisation moderne. En effet, les travaux les plus récents des chercheurs remettent en cause la vision que nous avions de l'histoire ancienne. Il faut se rendre à l'évidence, l'homme moderne n'a pas inventé la société mécanisée. Il l'a simplement redécouverte.